Bonjour à tous. On va démarrer dans une petite minute le webinaire. On va juste attendre que les personnes se connectent rapidement. Bon, je pense qu'on peut démarrer. De toute façon, les personnes connecteront au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici pour ce nouveau webinaire aux Elia de ce mois de juin. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'un moment où les entreprises membres de Francia peuvent nous présenter leurs solutions et surtout leur cas d'usage cas client. Donc, le format reste le même, c'est toujours 30 minutes avec 20-25 minutes de présentation par l'intervenant et ensuite on essaye de garder 5 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à communiquer vos questions dans le chat directement dans le chat conversation. Le webinaire est toujours enregistré, donc vous l'aurez à la suite après, plutôt en début d'après-midi, on a l'habitude de communiquer dessus, quoi. Donc, pour aujourd'hui et pour cette occasion, donc, je vous présente Fabien Delost, qui est cofondateur et CTPO de Mindflow et qui va nous partager du coup son expérience, surtout sur les agents aujourd'hui. Voilà. Donc, je laisse la main à Fabrice avec la présentation. Bonjour à tous, ravi de vous avoir. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis CTO et cofondateur d'une startup française qui s'appelle Mindflow. On porte une plateforme d'orchestration agentique. Et puis, j'espère que cette présentation va vous plaire. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous partager mon écran. Voilà, donc c'est une petite boutade parce que j'ai un certain âge, agent tout risque. Donc donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en termes d'agentique et pourquoi on porte ça en France et avec quelles entreprises ça a de l'impact. Donc Mindflow, en fait, donc on a effectivement eu des médailles, des prix, on est certifié, on a des investisseurs évidemment, mais en fait, notre mission finalement, c'est d'aller automatiser des choses qui sont finalement ennuyeuses pour les humains. On porte une plateforme qui en fait va permettre aux grandes entreprises d'automatiser. Et aujourd'hui, les grandes entreprises, et moi j'ai travaillé 20 ans dans une grande entreprise qui s'appelle Thales maintenant, mais qui avant s'appelait Gemalto et Gem+. Et en fait, c'est pas le problème finalement, c'est pas le manque de talent, c'est le fait qu'il y a énormément d'énergie qui est dépensée sur des choses qui normalement ne devraient pas exister. Je suis un peu provoque, mais c'est des tâches qui finalement sont assez ennuyeuses et on va voir quelques cas, notamment qu'on a chez nos clients. Donc, la transformation agentique, euh, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, évidemment, que les modèles. Aujourd'hui, on a tous, évidemment, du chat GPT, du Gemini, du Claude, etc. On discute avec éventuellement des agents, ou en tout cas, on commence comme ça dans les grandes entreprises. Mais la réalité, c'est qu'il faut trois choses pour pouvoir faire de l'agentique à l'échelle dans une grande entreprise, au-delà des expérimentations et puis des succès hein, parfois de ces agents. La première chose, c'est qu'il faut des builders, en fait. Il faut des gens qui construisent les choses. Donc ça, c'est plutôt positif en termes d'humains. C'est-à-dire que les agents, jusqu'à preuve du contraire, ils ne vont pas se créer tout seuls. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura ce qu'on appelle des boucles agentiques qui vont créer des agents, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut des builders. Il faut alors je ne les appelle pas des développeurs parce que ça ne nécessite pas entièrement les mêmes compétences, mais c'est pas très éloigné quand même de ces compétences-là, c'est-à-dire de la création de valeur, la création d'automatisation. Si on réfléchit, moi, j'ai un certain âge, je le répète encore une fois, mais on réfléchit à l'automatisation, finalement, l'univers de l'engineering, c'est le premier univers où on s'est mis à automatiser de manière vraiment mécanique tout ce qui passait. Quand on développe de façon inhérente, on automatise. La deuxième chose, c'est qu'il faut du contrôle. Évidemment, on le sait tous, les agents, mais de manière générale, hein, l'industrie logicielle, on a besoin de contrôle, on a besoin de gouvernance, on a besoin de fiabilité, d'auditabilité, d'observabilité, etc. Et la troisième chose, c'est qu'on a besoin de plateformes. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a
une myriade de plateformes qui vont des plateformes de codage jusqu'à des agents verticalisés. Et je vais vous présenter un petit peu la vision de Mindflow sur le terrain. Le problème, je pense qu'il est partagé par tous, et y compris par les spécialistes du domaine, etc. Moi, je me réveille tous les matins et je vois des nouvelles news. Il y a un FOMO général, c'est on ne sait pas où commencer. Et dans les grandes entreprises, c'est cruel parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'expérimentation, mais on ne sait pas, est-ce qu'il faut faire du prompt engineering, et puis toutes les semaines, il y a des nouveaux mots. Là, en ce moment, c'est les loops, les boucles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, de ne pas créer des prompts, mais de créer des boucles qui vont créer les agents. Donc, on a l'impression, en fait, tous les matins de louper quelque chose. Et finalement, les entreprises avec lesquelles on discute, globalement, effectivement, il y a de plus en plus une maturité sur le sujet, mais ça, on reste de toute façon au début de cette transformation sur un certain nombre de choses que vous voyez à l'écran. La vérité, c'est que, en fait, on a énormément d'outils dans les grandes entreprises, mais il n'y a pas de glue, il n'y a pas de contexte, et, et quand il n'y a pas de gouvernance, en fait, il n'y a pas de super pouvoir d'IA. Il n'y a que des expérimentations. Alors oui, il y a des choses, parfois on dit, waouh, tu as vu, c'est waouh, j'ai fait ça en vibe code en 3 jours. La réalité, c'est qu'en dans une grande entreprise, quand on veut déployer quelque chose, eh ben, il faut la glue avec les outils existants, l'écosystème existant, parfois des outils qui sont très vieux, hein. Il y a quelques jours, on nous a demandé si on pouvait intégrer des systèmes avec de la S400. Donc, voilà, la réalité de terrain n'est pas la réalité des expérimentations. Euh, le contexte, c'est quelle est la donnée, comment je la traite, comment je vais l'amplifier, l'enrichir, etc. Et la gouvernance, c'est tout ce qui est autour du contrôle, évidemment, et de l'auditabilité. On ne veut pas pouvoir donner carte blanche à une IA, tout comme on ne donnerait pas carte blanche à une personne sans vérification de ce qui se passe. Donc, quand il n'y a pas ces trois éléments, en fait, ça reste de l'expérimentation avec quelques succès, mais ça ne passe pas à l'échelle. Et c'est ce qu'on porte, nous, chez Mindflow, c'est d'avoir un centre en fait, agentique qu'on appelle Enterprise Grade, c'est-à-dire qui permettent de penser, construire, exécuter et gouverner ces agents, en fait. Et on le fait dans un format, nous on pousse, qui est un format très visuel pour que ça soit accessible aux humains. C'est-à-dire que moi je suis un développeur, j'adore ça, hein. Je suis dans la tech depuis tout petit, mais il faut avouer que le code, c'est pas la meilleure manière entre humains de communiquer et c'est pas la meilleure manière de comprendre une automatisation. C'est vrai que le vibe code apporte énormément de choses, mais apporte aussi ce fardeau qu'il faut vérifier sans cesse des tas et des tas de lignes de code qui sont créées par les agents. Et ce n'est pas forcément le meilleur moyen aujourd'hui, en tout cas, de le faire. Je vais vous faire évidemment une démo de la plateforme. Il y a trois enjeux dans cette plateforme. C'est évidemment l'automatisation agentique. Comment je me connecte aux outils que j'ai et quelle est ce qu'on appelle le mission critical, quel est le degré en fait de contrôle que je vais avoir sur ça. On a une plateforme qui est hyper connectée. C'est vraiment clé dans Mindflow, c'est-à-dire que dans les entreprises, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'outils, hein, que ce soit l'engineering, au produit, au marketing, etc. Et ces outils, il faut pouvoir, avec l'IA, quand vous chattez évidemment dans un copilote, etc., il faut pouvoir stimuler ces outils. Le problème, c'est que pour connecter ces outils, aujourd'hui, l'effet d'échelle, c'est que oui, vous avez des MCP, etc., dans différents outils, mais tous les outils ne sont pas connectés aujourd'hui. Il y a des outils internes déjà qui ne le sont pas. Et puis, des MCP, ça nécessite des puissances de développement, d'intégration, de setup, etc. Nous, chez Mindflow, on a commencé très tôt, bien avant MCP d'ailleurs, et on a la prétention d'avoir une approche un petit peu complémentaire et différente à cette connectivité. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça représente. Quelles sont nos verticales? En fait, on est beaucoup sur la partie sécurité, IT, cloud. De manière générale, on adresse les équipes opérations. Comment on peut rapidement, sur des équipes qui n'ont pas nécessairement des capacités de développement avancées, comment on peut rapidement mettre des automatisations en œuvre. Quand je dis rapidement, je ne parle pas de semaines ou de mois, hein, je parle réellement de jours où on va pouvoir mettre en place ces agents. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat pendant que je parle. Je ne veux pas vous assommer. Je vais vous faire une petite démo ensuite qui mettra tout ça en lumière. Donc nos clients, évidemment, ils vont gagner du temps, de la qualité sur le traitement grâce à l'IA et au LLM, évidemment. Et on va voir comment tout ça se construit. Alors, ce que je vous propose, c'est avoir un truc assez visuel, je vous propose une petite démo.
Donc là, je vais passer dans la plateforme Mindflow. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. On peut créer des automatisations. Vous voyez ici un certain nombre de cartes qui représentent des automatisations. Mais pour que vous puissiez un petit peu toucher du doigt ce qu'on fait, je pense que je vais vraiment aller sur quelque chose de très simple d'abord. Je vais créer ce qu'on appelle dans Mindflow, on va pouvoir créer des agents et des flows. Je vais créer un flow pour vous montrer le côté visuel. Ce flow, je sais pas, moi, je vais l'appeler agent voilà, incident sécu. Je vais le mettre dans un environnement, je vais le déployer dans un environnement particulier. Ici, c'est CyberSwarm, donc c'est plutôt un use case sécu, mais on va voir autre chose là-dedans. On va pouvoir créer ce flow, on va pouvoir même décider de qui a accès à ce flow, etc. Donc ça, c'est particulièrement important. On va décider quelles sont les personnes, quelles sont les équipes qui vont pouvoir accéder à cet agent que je vais créer. Donc là, je vais créer ce flow, voilà, hop. Euh, et qu'est-ce que je vais vouloir faire là? Je vais vouloir faire quelque chose de très simple. Je vais vous montrer un petit peu la logique de Mindflow. Je suis sur une page blanche, je vais pouvoir venir créer des choses, je vais même pouvoir le faire par un petit assistant. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ce que ferait un builder, si vous voulez automatiser le fait d'un petit use case sécu. Le petit use case que je vous propose, c'est simple, c'est j'ai une adresse IP qui s'est connectée sur un de mes systèmes et je veux en savoir plus sur cette adresse IP. Je veux savoir où est-ce qu'elle est, par quel fournisseur, est-ce que c'est une menace pour moi, etc. Je vais en fait venir dans Mindflow, donc il y a un outil de build visuel. Je vais vouloir venir dire, bah, je vais adresser ça par un chat. Donc je vais créer ce qu'on appelle un chat hook. Un chat hook, c'est un trigger. C'est-à-dire que c'est là où va atterrir ma demande. OK? Et cette demande, je vais devoir la traiter et je vais la traiter avec une tâche agentique. Ici, je vais rajouter une tâche agentique, voilà, que je vais configurer. Cette tâche agentique, je vais la configurer, je vais choisir un modèle et je vais taper des prompts. Évidemment, on supporte tous les modèles du marché, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ici, je vais lui dire, écoute, moi, j'aimerais bien que tu scannes euh, cette adresse IP et que tu me donnes les détails sur cette adresse IP. Donc là, je vais évidemment venir saisir en tapant slash l'adresse IP qui va venir du chat, que je vais évidemment vous montrer après. Je vais sélectionner la donnée que je vais vouloir injecter à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas de données, j'ai pas testé mon système. Euh, et évidemment, là, j'ai tapé le prompt, j'ai choisi le modèle, je vais laisser GPT, mais je vais vouloir donner des super pouvoirs à cette tâche agentique. Je vais vouloir lui donner des outils. Ici, je vais vouloir connecter des outils. Je vais par exemple choisir, et c'est ça dans Mindflow qui est vraiment next level, on va dire, sans prétention, c'est que on a une bibliothèque d'outils qui est extrêmement large. Donc ici, je vais vouloir lui donner des outils évidemment d'expertise d'analyse d'adresse IP. Je vais mettre Virus Total, par exemple, qui va me permettre d'aller scanner une adresse IP. Je vais en mettre un second. Et vous voyez, je fais ça sans code, hein. Je vais vouloir sélectionner directement, évidemment, les différents fournisseurs. Là, je vais mettre IP Info, qui est un deuxième prestataire qui permet de scanner des adresses IP. J'ai un petit warning ici qui m'indique que j'ai besoin d'avoir évidemment des autorisations pour appeler ces outils. Donc, je vais pouvoir les paramétrer. Je vais rentrer dans ce panneau qui va me permettre de paramétrer les outils. Ça reste très visuel, ça reste de la tech, hein. On va pouvoir très finement quelles sont les opérations que je vais autoriser sur chacun de ces outils. Ici, je vais choisir le crédential de Virus Total. Et puis, je vais pouvoir soit venir sélectionner finement les opérations que je vais autoriser pour ce prestataire, ou je vais simplement lui dire, écoute, analyse-moi le prompt et présélectionne-moi les opérations qui font sens pour ce que je suis en train de faire. Au bout de quelques secondes, je vais avoir quelques trucs qui sont auto-sélectionnés. Donc, vous voyez que là, get domain report, get an IP address report. Donc, celui-là va m'intéresser. Je vais, par exemple, pour l'instant, désélectionner les autres. Ça pourrait me servir, mais je vais simplifier ma démo. Donc, je vais autoriser uniquement cette opération. Vous avez compris tout de suite qu'il y a cette dimension de j'ai autorisé. C'est-à-dire que j'ai un système dans lequel cet agent, cette tâche agentique-là, ne pourra appeler que cette opération de ce fournisseur avec cette accréditation-là. Donc, c'est ça vraiment la portée de Mindflow. Pour ceux qui utilisent Claude ou ChatGPT, vous avez effectivement des systèmes où vous pouvez connecter des outils, mais vous n'allez pas pouvoir aller sur un grain aussi fin que ce qu'on porte. C'est pour ça on est sur une offre complémentaire d'automatisation enterprise où on va aller sur du grain fin sur les autorisations qu'on va donner. Je vais faire la même chose sur IP Info. Très rapidement, je vais sélectionner mon second fournisseur. Je vais, bon là je connais
les choses à demander, donc je vais autoriser juste celle-là. Euh, et là, mon agent est prêt. Je vais pouvoir aller le stimuler. Je vais pouvoir aller sur un chat. Je vais pouvoir le faire sur un chat dans Teams ou dans Slack, etc. Mais dans Mindflow, on a directement un outil où on va pouvoir parler avec les agents sous contrôle, en sélectionnant l'environnement dans lequel je vais évoluer, etc. Je vous passe les détails. C'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir venir appeler mes différents agents. Alors, je ne sais plus comment je l'appelais. Oui, agent incident sécu. Et je vais lui demander de scanner l'adresse suivante que je lui passe, où je peux pouvoir évidemment en fournir plusieurs. Et à ce moment-là, si je vais voir en live sur le flow, pendant que ça s'exécute, on reviendra après. Donc je vais voir l'agent sécu ici. En fait, cet agent va s'exécuter, et si je regarde les logs ici, il va être en train, alors ça charge, il va être en train de s'exécuter. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours, et il va répondre donc à la demande qui a été faite dans le canal que je viens de créer ici, donc scan de sécurité IP. Et j'espère que ça va répondre assez vite. Sinon, je vais vous montrer. Ça rame un petit peu sur ma machine. C'est toujours les aléas du direct. Je vais juste recharger ma page. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vois qu'Anatole est là. Si tu peux me faire signe. Oui, oui, Ok, tout est bon. super. Je ne sais pas, mon browser là, voilà, est un peu en carafe. Euh, alors, veuillez patienter quelques secondes. Je vais couper ma caméra. Je crois que c'est surtout la journée, hein. Ouais, c'est bon, voilà. Donc là, vous avez le résultat. Alors, je vais quand même juste, voilà, je vais cliquer là-dessus pour voilà, le scan de sécurité qui a été demandé. Donc, vous voyez, donc j'ai demandé à l'agent incident sécu de scanner cette adresse, et je vois tout de suite qu'il y a deux outils qui ont été utilisés. Contrairement à pas mal d'autres plateformes, nous, on va vraiment dans le détail. Vous êtes capable de voir tous les audits, les requêtes, les réponses, y compris très techniques. Vous allez pouvoir voir l'envers du décor, qu'est-ce qui a été appelé, l'API qui a été appelée, les données qui ont été renvoyées par ce fournisseur, etc. Ça nous permet d'avoir un trust supplémentaire. Vous allez avoir aussi de l'humain dans la boucle, de l'approbation, des choses comme ça. Et surtout, évidemment, vous allez avoir le résultat, c'est-à-dire le résultat humain du scan, où on va nous dire, bah, voilà où c'est géolocalisé, voilà la réputation de l'adresse IP, etc. Bon, en l'occurrence, c'est pas une adresse IP, une menace. Mais voilà en quelques minutes ce que j'ai pu faire, un petit agent qui va m'aider. C'est un petit outil sans code, donc en mode no code, dans lequel j'ai pu créer quelque chose. Évidemment, vous avez compris que les flows, on peut faire des choses qui sont beaucoup plus complexes. Et je vais vous montrer quelques autres exemples qui vont illustrer ça. Un deuxième exemple, donc là vous avez un exemple d'agent un petit peu plus évolué. Vous voyez que le flow, on peut avoir de la logique déterministe et non déterministe, c'est-à-dire des flows avec des représentations graphiques sous forme de boîtes et de flèches, évidemment, qui vont symboliser vos processus d'entreprise. Et vous allez avoir au milieu de ces flows des agents, des tâches agentiques qui vont pouvoir se combiner. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai deux qui s'enchaînent, etc. Alors, qu'est-ce que fait cet agent? Eh ben, il fait un truc assez sympa chez Mindflow. Pour l'instant, je vous montre quelque chose d'interne. C'est notre agent de support, en fait. Donc, notre agent de support, en fait, je vous montre sur Slack, c'est un exemple, hein. Ici, chaque jour, évidemment, j'ai certains de nos clients qui nous remontent des bugs, des demandes de support, des demandes de features, etc. On a un petit agent qui s'appelle Dobby, qui est notre elfe de support. Voilà, en référence évidemment à Harry Potter. Euh, c'est pas un esclave, hein, je précise. Il nous aide beaucoup parce qu'en fait, il va être capable de lire toutes nos conversations et de créer les tickets automatiquement qui correspondent et qui vont être traités ensuite par le customer support de Mindflow je vais répondre à la question sur NMITEN, aussi les requêtes internes, etc. Donc on va pouvoir tout de suite, en mentionnant son nom, lui dire, écoute, tu vas me créer un bug, il va lire le thread automatiquement, il va créer ce bug dans notre système. Voilà comment ça se symbolise dans notre système. Nous, on utilise Notion, mais on fait ça avec Jira ou avec d'autres plateformes ou avec ServiceNow. On va avoir ce genre de ticket
qui va être créé automatiquement. C'est-à-dire que là, on voit à chaque fois qu'il y a une petite chaussette, hein, c'est Dobby. Et on va avoir le ticket avec l'ensemble du thread qui a été, évidemment, c'est des conversations, donc qui a été filtré, résumé, et qui va permettre à nos équipes de mieux comprendre les choses et éventuellement de revenir d'ailleurs à la conversation Slack automatiquement. Donc ces choses-là ont été créées de manière complètement automatique. Comment on a fait? Ben, on a donné pareil à l'agent la capacité d'aller créer des choses sur Notion. Et automatiquement, il va pouvoir créer les différentes entités qu'il faut. Évidemment, le ticket de bug, aller fixer sa priorité, dire par qui il a été créé, et puis évidemment faire le résumé. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans la liste de tout le support qui est ici, tous les tickets de support qui ont un petit M comme Mindflow, ils ont été créés par nos agents depuis Slack. Donc on ne crée quasiment plus aucun ticket à la main de support chez Mindflow. Je pense que c'est un peu la base, mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on fait en interne. Et je vais répondre à la question sur N8N et puis passer sur un cas réel client juste ensuite. Euh, oui, alors Mindflow, effectivement, ça a des similarités avec la plateforme N8N. Il y a pas mal de différences, mais je vais en citer déjà une. Notre catalogue d'intégration. Euh, Ici, si je clique sur notre catalogue d'intégration, on a énormément plus que tout le marché réuni de connecteurs. Voilà, je pourrais y revenir dans les questions si vous voulez. On a développé ça très tôt, hein, il y a 5 ans. En fait, on absorbe automatiquement les API de tous les produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux connecter, je vais prendre un exemple évidemment à l'échelle, je veux connecter un Google, on supporte tout Google. Mais qu'est-ce que ça veut dire de supporter tout Google? Si vous allez sur N8N et que vous cherchez Google ou AWS ou d'autres prestataires, vous allez trouver effectivement des connecteurs. Mais si vous regardez dans le détail, vous allez voir qu'ils ne supportent pas du tout la totalité de ces connecteurs. Nous, on supporte tout. C'est-à-dire que là, quand on a Google, par exemple, si je prends GCP, Google Cloud Platform, on supporte 100% des API. On a tous les connecteurs. Si je caricature un peu, euh, par rapport à MCP qui est très connu, c'est comme si on créait automatiquement tous les MCP de toutes ces API. Ça a une grande valeur, c'est que bah, du coup, ceux qui n'ont pas de MCP, on les adresse aussi. Vos API internes, on les adresse aussi. Et on va même sémantiquement beaucoup plus loin que MCP parce que comme on absorbe les API automatiquement, on absorbe leur documentation et on ne repose pas sur un développeur qui a codé ou vibe codé un MCP serveur. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Donc c'est un des différenciateurs avec le fait qu'on soit un SaaS, etc. Voilà, il y a pas mal de choses en plus. Euh, je vais revenir un tout petit peu sur la presse pour vous expliquer un cas client avant d'ouvrir les questions. Donc, je reviens sur ce que je vous ai montré. Très facilement, on peut créer des agents. En usage interne, je pense que ça parle à tout le monde. Voilà, l'elfe de support, on a même Hermione, qui est ce qu'on appelle notre Ministry of Organization. C'est celle qui va créer des tickets, des tâches, etc. Donc, pour les équipes qui sont hors engineering, là, je ne parle pas de support client. On a aussi un agent qu'on peut mentionner. On dit à Hermione et on lui dit, écoute, voilà, affecte cette tâche à telle personne, etc. Et on va pouvoir comme ça gérer notre backlog directement depuis notre outil de chat. Mais je veux vous expliquer un petit peu un cas client. Je pense que celui-là, il m'a parlé en fait quand j'y suis allé. Je suis allé dans ce type de salle, c'est pas une image réelle, hein, c'est une image IA parce que je tiens à rester confidentiel sur le nom de ce client, mais c'est un client dans la partie assurance. Vous arrivez, vous avez un open space qui est à peu près celui qu'on voit là. Les personnes ont deux écrans. Il y a, je sais pas, 250 personnes sur l'open space. Euh, Ces gens-là, ils ont deux écrans parce qu'à gauche, ils ont l'interface d'une assurance. En fait, ils fournissent un service pour les assurances françaises, hein, toutes les assurances et les mutuelles que vous connaissez. Donc à gauche, ils ont la console de l'assurance et à droite, ils ont leur propre système. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traiter les prestations santé. Ils vont, bah, évidemment, quand vous êtes malade, etc., que vous allez envoyer des choses ou des réclamations à vos mutuelles, ils vont traiter tout ça pour le compte des assurances. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils font du copier-coller. Ils prennent ce qui est à gauche, ils le mettent à droite, ils cherchent la personne, ils regardent ses droits, et ils n'arrêtent pas de faire ça toute la journée. Alors, c'est très bien, hein, c'est un job, mais la transformation, c'est que cette entreprise sait que ça, dans quelques années, ça ne va plus exister, en fait. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là vont plus avoir de métier, mais ça veut dire que leur métier va être transformé
ils vont évidemment plus faire de copier-coller, ce qui est quand même terriblement ennuyeux. Euh, et ben, nous, on les aide à faire cette transformation-là. Et qui est loin d'être facile, parce que quand je parlais de système tout à l'heure à S400, etc., vous imaginez que le monde de la banque, de l'assurance, etc., il y a évidemment énormément de choses legacy et qu'il faut connecter énormément d'outils pour arriver à automatiser ça. Donc, on a une transformation agentique à l'échelle, un cas réel de transformation agentique, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Aujourd'hui, quand cette société reçoit euh, une demande de nouvelle assurance, une demande de nouveaux produits d'assurance, et évidemment des produits d'assurance, il y en a beaucoup, à chaque fois, elle va avoir ce que vous avez à l'écran. D'accord? Donc des prestations avec des chiffres, etc. Qu'est-ce que font les gens? Ils remplissent des feuilles Excel comme ça, à la main, pour configurer les systèmes. C'est des fichiers, des énormes fichiers pivots CSV. Donc là, c'est un cas réel, hein, c'est ce qui arrive dans la vraie vie. Et ben, nous, on a fait en sorte que, bah, évidemment, cette personne qui doit configurer ça, qui met des jours, des mois, parfois avec plusieurs produits d'assurance à faire, ben, on a automatisé ça avec en input, on va prendre automatiquement les fichiers des clients, de leurs clients, avec les produits qui sont définis, et on va générer ces fichiers pivots automatiquement. On va le faire avec des flows, tels que vous l'avez vu, des agents qui vont s'abonner à SharePoint, récupérer le fichier, le traiter, générer le fichier pivot et aller configurer automatiquement les systèmes pour que les gens dans la salle que je vous ai montré puissent avoir accès aux bonnes données de remboursement mutuel. Voilà quelques exemples visuels. Je pense que je vais m'arrêter là pour les questions, mais en gros, on permet à ces gens-là de, à un moment donné, transformer leur effort, non pas dans la création de ces feuilles Excel gigantesques, mais plutôt de concevoir évidemment les automatisations que vous voyez là, d'où l'importance des builders dans le monde agentique qui vient ensuite. Voilà, donc évidemment pas mal de takeaways sur ça, mais je pense que j'arrive à la fin de la présentation. Désolé, c'est un peu rapide sur la fin. Je vais laisser probablement un petit peu de temps pour les questions, si vous en avez. Oui. Bah, merci beaucoup, Fabrice, pour la présentation. C'était très clair. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent écrire dans le chat ou prendre la parole directement, peut-être? Il nous reste quelques minutes. Oui, Yves, Ouais, oui, bonjour. bonjour. Concernant le cas d'usage là, sur l'assurance, est-ce que c'est l'assureur qui est venu avec le cas d'usage en vous disant, ben voilà, j'ai une problématique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Ou est-ce que c'est vous qui êtes venu, qui avez analysé le business et qui avez mis en évidence les cas d'usage éligibles justement à l'automatisation via des agents? On est allé faire du consultatif, en fait. On a ce qu'on appelle une vente consultative, c'est-à-dire qu'on est allé voir ce client, on a vu effectivement qu'ils étaient intéressés par l'automatisation, ils avaient commencé à identifier quelques use cases, mais ils ne savaient pas par quel bout prendre ces choses-là. Donc on a commencé, nous, à venir avec des builders de Mindflow, leur dire, bah, écoutez, décrivez-nous un peu votre use case. On a creusé avec eux sur quelques workshops initiaux. Et à ce moment-là, on a mis en place un POV. On a commencé à builder les flows que vous avez vus avec les différentes boîtes. Quel est votre format de CSV? Qu'est-ce que vous avez? Tout ça. Et on a commencé à mesurer ce qu'on était capable de faire avec eux. On a buildé en. Il y a un effort qui est de l'ordre de 7 à 10 jours sur l'ensemble du POV pour arriver à montrer que tout ce qui était fait avant manuellement peut être fait par du LLM combiné. Pas aussi, je le précise, hein, c'est pas juste un prompt, hein, vous avez vu, il y a des flows qui sont complexes évidemment parce qu'il faut aller chercher dans SharePoint, il y a un processus vraiment à définir et c'est ça la valeur de la partie. Donc c'est un peu le trend de Forward Deployment Engineer, c'est-à-dire à la fois du consulting, s'approprier le métier et être capable de le build derrière sous forme agentique. Et après, en termes de mesures en termes de ROI, etc., c'est quelque chose que c'est quelque chose que vous aviez vendu à votre client une fois, justement, suite Oui. à ces ateliers où vous aviez mis en évidence, en effet, les gains et que vous avez été capable de mesurer et de vérifier à la fin. Absolument, ouais. Alors des fois c'est pas évident, mais là en l'occurrence les gens savaient combien de temps ils passaient sur la charge hein, allouée à la configuration des nouveaux produits, etc. Donc c'est presque mécanique ensuite. Voilà, c'est plutôt une optimisation. Il y a deux types de clients. Il y a ceux qui sont dans l'optimisation de processus existants
Là, je dirais que c'est la maturité elle est plus facile aujourd'hui parce qu'on a un processus, on vient l'optimiser, etc. Après, il y a une deuxième série de clients qui, eux, veulent faire des choses vraiment nouvelles avec des boucles agentiques ou des choses. Là, on est plus dans ce qui est ensuite, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt des use cases de ce type-là. Le client connaît déjà un petit peu l'endroit où il passe beaucoup de temps et qu'il veut optimiser. Dans une équipe cyber, par exemple, les gens savent combien de temps ils passent sur des incidents. Donc voilà, on arrive et effectivement, c'est exactement ça. On montre le ROI qu'on va dégager, on le calcule et c'est ce qui va permettre pour nous, entreprises, évidemment, d'aller vendre ensuite la plateforme. Bien, merci. Peut-être encore une question ou deux, Quentin? Oui, bonjour, merci pour cette présentation. C'est très intéressant d'avoir toujours des retours d'expérience sur les cas d'utilisation. J'avais deux questions. C'était au niveau des coûts. Comment vous gérez les coûts, notamment les différences de coûts de tokens avec vos clients? Et la seconde, c'est comment vous gérez lorsque les agents en fait, ne sont plus disponibles, lorsque vous choisissez de builder quelque chose, par exemple, mais qu'ensuite les agents ne sont plus mis à disposition par les providers. Merci. Ouais, merci pour les deux questions. Je pense que c'est deux questions très compliquées aujourd'hui sur le marché qui ne sont pas complètement adressées. La première sur les coûts. Alors on a plusieurs choses. La première, c'est qu'on supporte toute la gamme de modèles, évidemment, avec différents pricing. Et on offre à nos clients la possibilité de se connecter directement à leur LLM. C'est-à-dire quand ils ont contractualisé, comme des grandes entreprises avec Anthropic ou OpenAI, etc., on les laisse libres de mettre leur crédentiel LLM et nous, on fait pas ce plat. On s'occupe pas de la partie pricing LLM. Donc on offre cette option. Après, en mode SaaS, effectivement, on revend quasiment à prix coûtant le LLM. Sur les tokens, il y a pas de miracle, hein, je vais pas faire de bullshit. Aujourd'hui, on donne la possibilité de faire du contrôle, c'est-à-dire que dans ces agents, si j'en ai un sous la main, voilà. Dans ces agents ici, on va pouvoir évidemment venir choisir le modèle, et après je vais répondre à votre question sur les modèles dépréciés. On va pouvoir choisir le modèle évidemment en fonction des coûts, on va avoir de l'information en fonction des coûts de chacun, etc. Et on va faire de l'estimation aussi de consommation de tokens en fonction des prompts. Mais il y a une vraie je vais le dire comme ça, je pense qu'aujourd'hui le marché est pas assez mature et qu'il y a une vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir des FinOps en fait spécialisés dans cette partie-là? Est-ce que les builders vont pas devoir aussi avoir en tête cette consommation de tokens? Pour l'instant, c'est un peu une question ouverte. Je pense que, enfin, derrière la question, je pense que c'est un peu l'expérimentation de tous que bah, on se réveille le matin, on voit la facture, on dit ah ouais, ça coûte. Voilà. Donc nous, on, on on permet de mieux contrôler tout ça. On permet notamment de choisir les modèles et de les agréger, c'est-à-dire que les différentes tâches peuvent choisir différents modèles. Et après, il y a effectivement un second problème que vous évoquez et qui est un enfer pour le marché aujourd'hui. Bon, on l'a vu avec le retrait aussi d'Anthropic des modèles, c'est qu'il y a des modèles qui sont dépréciés assez rapidement. Et donc, comment on fait pour maintenir en conditions opérationnelles les flows et les agents que vous voyez? Et ben là, c'est comme de l'engineering qui a une dépendance dépréciée. Il va falloir réinjecter de l'énergie pour pouvoir mettre à jour ces choses-là. Aujourd'hui, nous, on prévient nos clients que les modèles vont être dépréciés, les dates auxquelles ils vont être dépréciés. Et il y a une migration qui est faite. Heureusement, je vais le dire comme ça, mais quand je passe de Claude Sonnet à Claude Opus et que j'ai écrit en langage naturel ce que font mes agents, 95% du temps, ça continue de fonctionner. Mais, moi qui suis engineering, il y a de la QA, donc il y a de l'énergie, donc il y a des builders qui doivent mettre de l'effort pour maintenir en conditions opérationnelles ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que ça coûte beaucoup moins cher quand on fait du no-code, comme vous le voyez, que quand on fait du code. Merci. Peut-être pour garder le timing, je propose qu'on clôture le webinaire. S'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement et je transférerai à Fabrice pour qu'il puisse y répondre au mieux. Je vous remercie tous et surtout Fabrice, merci pour la présentation et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.